20h30 à Paris, on va plus loin avec Marc Semo, collaborateur au journal Le Monde et à l'hebdomadaire Challenge. Bonjour Marc. Bonjour. Et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick. Bonjour Richard. Bonsoir Raphaël. Merci d'être avec nous. Au sommaire, faut-il interdire l'AfD ? L'Allemagne s'interroge après une réunion du parti d'extrême droite. À huis clos, il aurait envisagé d'expulser les Allemands d'origine étrangère. Et puis comment répondre à l'appel à l'aide de l'Ukraine ? À nouveau, à Davos, Volodymyr Zelensky a fait part de ses pénuries de munitions. La France, elle accueille une conférence précisément sur les questions d'artillerie. C'est tout de suite, on va plus loin. Quel est donc ce mal qui est en train de gagner l'Allemagne ? Voilà, 8 jours, le journal d'investigation Corrective révélait qu'une réunion se serait tenue dans le plus grand secret à Potsdam en novembre dernier entre des militants de groupuscules d'extrême droite, des dirigeants de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, et même certains membres les plus radicaux de la CDU, l'Union chrétienne démocrate. Parmi les projets évoqués, celui d'expulser des demandeurs d'asile, mais aussi des étrangers en situation régulière et même des citoyens allemands d'origine étrangère. Depuis ces révélations, les manifestations se succèdent, appelant à interdire l'AfD. Sans aller jusque-là, la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, veut mettre ce parti sous surveillance. Écoutez. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas une ignorance de l'histoire, mais la poursuite délibérée d'idéologie nazie. Ce que nous voyons, ce sont des réseaux d'extrême droite et des idéologies d'extrême droite. Il s'agit d'une tentative claire de définir éthiquement qui appartient à l'Allemagne et qui n'y appartient pas. Et nous ne le permettrons pas. Et le fait que des représentants de l'AfD aient été impliqués montre à quel point ce parti est associé à cette idéologie et la soutient. La direction Berlin, on retrouve Pascal Thibault pour France 24. Pascal, ce projet de l'AfD ravive la mémoire de la conférence de Wannsee où fut décidée en 1942 la solution finale. Comment réagit aujourd'hui l'opinion publique allemande ? L'opinion publique est choquée par ces projets de l'AfD. Il y a eu, on l'a vu dans les rues de différentes villes allemandes, et ça va continuer dans les jours prochains, une mobilisation importante, même dans des villes moyennes, avec plusieurs milliers de personnes. Donc on a eu aussi des réactions, au-delà des responsables politiques. On vient d'entendre la ministre de l'Intérieur, mais le chancelier Olaf Scholz s'est également exprimé. Il a participé, on le voit actuellement, à une manifestation dimanche dernier à Potsdam, là où a eu lieu la réunion secrète et là où vit Olaf Scholz, c'est sa circonscription. L'AfD qui est déjà sous surveillance dans plusieurs Länder. Effectivement, face à la radicalisation du parti depuis sa création en 2013, il y a eu la décision par différents services de protection de la Constitution, les renseignements intérieurs dans différentes régions, de mettre sous surveillance les fédérations régionales. Ça signifie concrètement eh bien, que les pouvoirs publics ont des moyens pour les mettre sous écoute, ces partis, pour surveiller les échanges, les mails, etc. Et pour réunir, dans le meilleur des cas, si c'est nécessaire, pour réunir suffisamment d'informations, d'éléments qui pourraient permettre, c'est de ce dont on parle actuellement, une procédure visant à demander l'interdiction de l'alternative pour l'Allemagne. Merci. Vous restez avec nous, Pascal Thibault. Marc Semo, déjà en 2017, la Cour constitutionnelle fédérale avait eu à statuer sur l'interdiction d'un parti d'extrême droite néo-nazi, le NPD. À l'époque, elle avait finalement décliné. Elle avait décliné. Alors, c'est un des problèmes justement de cette procédure. Mais là, il y a un effet de sens qui est très fort. Bon, d'abord, le lieu, à Potsdam, à quelques kilomètres de Wannsee, justement, où avait été lancée la solution finale. Donc déjà, le lieu est lourd. Le pilier de cette réunion, c'est aussi un Autrichien, comme l'était Hitler, un certain Martin Sellner, qui est un militant identitaire extrêmement radical, néo-nazi, qui travaillait sur ces idées de grand remplacement, qui était d'ailleurs en liaison avec le terroriste qui a tué à Christchurch en Nouvelle-Zélande, justement se référant au grand remplacement. Et surtout, il y a le programme, parce qu'à cette réunion, donc, ils ont évoqué ça, ils ont évoqué effectivement l'expulsion des demandeurs d'asile, d'étrangers, mais aussi de citoyens allemands, pour peu, ce sont les mots employés à la réunion, qu'ils ne soient pas suffisamment assimilés.
Et même, il disait, on va leur rendre la vie impossible, les restaurants étrangers, on va leur multiplier les obstacles et les ennuis bureaucratiques. Enfin, il y avait une stratégie délibérée de faire partir, et ils voulaient faire partir jusqu'à 2 millions de personnes, ce qui est quand même extrêmement lourd. Alors, c'est d'autant plus préoccupant que jusqu'ici, alors on verra ce qui se passe après ça, mais jusqu'ici, la AfD avait plutôt le vent en poupe dans les sondages, crédité de 23% des intentions de vote au niveau national, ce qui est énorme, le deuxième parti. Aux prochaines élections dans des Länder à l'Est, en Thuringe, ils avaient 36%, entre 30 et 36%, ce qui est énorme. Et en plus, je finirai là-dessus, c'est la partie la plus radicale de l'AfD, avec Björn Höcke, qui est qui se développe le plus vite et qui marche le mieux électoralement. Donc tout ça mis ensemble fait quand même quelque chose de très 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 lourd. Richard Verly, en 2017, la Cour constitutionnelle avait décliné parce qu'elle avait face à elle un petit parti quasi groupusculaire, le NPD, et c'est justement au motif que ce parti... Elle l'avait dit d'ailleurs, ce n'est pas qu'il n'est pas dangereux, c'est qu'il ne pèse pas suffisamment pour qu'il soit nécessaire de l'interdire. Or aujourd'hui, avec l'AfD, on est face à un parti qui pèse plus de 20% des suffrages des Allemands au plan national. De quoi justifier cette fois l'interdiction ou bien au contraire la rendre impossible d'après vous ? C'est le droit qui parlera, et la Cour constitutionnelle allemande, dans le passé, a montré qu'elle pouvait être très ferme sur certains sujets. Donc je pense que les juges constitutionnels, s'ils estiment que la limite a été franchie, ils procéderont éventuellement à une interdiction de l'AfD. Même en privant de voix, au sens de parole, 20% de l'électorat allemand. La difficulté, elle est là. Non, mais la difficulté, elle est là. Ouais. C'est-à-dire que si l'AfD devait être interdite, et on n'en est pas là, de toute manière, le problème, c'est, pardonnez-moi, c'est pourquoi on en est arrivé là et avec quelle vitesse. Moi, j'ai quand même l'impression, quand on regarde l'Allemagne de l'extérieur, vous savez qu'en Suisse, on a une partie de la Suisse alémanique qui regarde l'Allemagne de très près, on a l'impression que l'Allemagne est en train de déraper complètement. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment en Allemagne, parce que vous avez l'organisation AfD, dont on n'a pas dit, mais qui est extrêmement... Le maillage de l'AfD sur le territoire s'est extrêmement étendu. Ils sont devenus beaucoup mieux organisés. Ils ont maintenant la capacité je dirais, d'avoir des racines plus étendues. Et au-delà de ça, vous avez un doute en ce moment en Allemagne. Vous sentez que le pays a un doute existentiel, et ce doute existentiel lié aux difficultés économiques, lié à la rupture avec la Russie, lié globalement à l'échec de tout ce qui était la stratégie de l'Allemagne puissance de ces dernières années, eh bien ce doute, il a trouvé son bouc émissaire, et c'est là où on en arrive avec l'AfD. En ce qui me concerne, je dirais presque que cette Allemagne-là fait peur, et que cette Allemagne-là, elle subsistera même s'il y avait une interdiction. Pascal Thibault, cette affaire, elle va nuire électoralement à l'AfD ? Alors, c'est encore un peu tôt pour le dire. Dans un sondage publié par l'hebdomadaire Der Spiegel aujourd'hui, qui a été réalisé après les révélations de la plateforme corrective, on voit qu'il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que l'AfD reste à un niveau très élevé, à savoir 21%. C'est le score dont disposait le parti, un petit peu au-dessus de 20% depuis plusieurs mois. Pour l'instant, pas de changement, mais on va voir. Peut-être que la polémique va encore plus enfler. La plateforme en question nous promet d'autres révélations. Et puis les manifestations qui se succèdent peuvent aussi peut-être contribuer à jouer un rôle, ainsi que les prises de position fermes des responsables politiques. Le débat au Bundestag aujourd'hui a été assez agité. Bon, on le verra bien. Effectivement, le premier test grandeur nature sera avant les 3 élections régionales de septembre, bien entendu, les élections européennes, où aujourd'hui, eh bien, l'AfD serait le deuxième parti, le parti qui enverrait le deuxième plus grand groupe de députés allemands au Parlement européen. Merci Pascal Thibault. Marc Semo, vous vouliez ajouter ? Oui, c'est une lame de fond, parce qu'il y a eu un sondage qui vient d'être publié de the European Council for Foreign Relations sur les préoccupations des Européens, de tous les pays avant les élections. Et en France, par exemple, la première préoccupation, c'est à 27%, c'est le climat. Et l'immigration vient en 3e position, assez bas, 15 ou 16%. En Allemagne, seule en Europe quasiment, la première préoccupation des Allemands, à plus de 30%, c'est l'immigration. Oui, mais les demandes d'asile ont augmenté de 50% l'année dernière. Oui, mais... Et on en débat d'ailleurs aujourd'hui en Allemagne. Absolument. Donc, face à une population qui est hantée, à tort ou à raison, par cette question de l'immigration, l'AfD... Ça peut effectivement casser, parce qu'il y a quand même... ça fait quand même un peu lourd comme référence historique, mais d'une certaine façon, comme la société est déjà très polarisée,
l'AfD peut profiter de cette polarisation et même de cette image d'être le vrai parti qui veut enfin trouver des solutions drastiques contre les migrants. Et jusqu'ici, la radicalisation lui a servi, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'à la différence du Rassemblement national qui mise sa progression politique sur une normalisation, l'AfD, c'est exactement le contraire. C'était un parti qui est né sur des bases eurosceptiques à la droite de la CDU, qui était un parti de droite dure. Un peu UKIP. Voilà, un peu UKIP pour faire simple, et qui depuis n'a cessé de se radicaliser vers l'extrême droite. Et c'est donc ça qui est très préoccupant, parce qu'on peut au contraire imaginer que dans ce climat d'une Allemagne polarisée, d'une Allemagne qui doute d'elle-même, comme le disait très bien Richard, l'AfD prospère. On ne va pas faire le point, mais quand l'envolée du parti nazi, du NSDAP, ça a été très rapide. C'était un parti qui faisait quelques pourcents des voix et qui, en un scrutin, est devenu une force consistante. Et n'oublions pas le changement de paradigme. Alors, Pascal Thibault est bien mieux placé que moi pour le dire, mais Angela Merkel avait, par son itinéraire, par sa crédibilité personnelle, elle avait la capacité de parler notamment aux Allemands de l'Est, des nouveaux Länder, et elle avait quand même la capacité à incarner une résistance à toutes ces discriminations. C'est beaucoup plus compliqué pour Olaf Scholz. Olaf Scholz, qui est un homme de Hambourg, qui n'a d'abord pas le charisme, qui n'a pas les mêmes mots, qui n'est pas capable de parler à ces Allemands-là. Et derrière la polarisation, il y a aussi, et c'est ça qui m'inquiète, une société allemande qui devient beaucoup plus écartelée, qui devient atomisée. Et ça, c'est inquiétant parce que c'est propice à des groupes qui, aidés par les réseaux sociaux, évidemment, mais ça, c'est pas du tout spécifique à l'Allemagne, eh bien, ce genre de discrimination, ce genre de théorie, ni plus ni moins d'apartheid, disons-le, peut revenir à la surface. Sur fond de malaise social, on voit des agriculteurs défiler en ce moment en Allemagne, par exemple. Ce sont des manifestations qui sont d'inspiration, d'essence ou travaillées par des mouvements d'extrême droite. Écoutez, moi, ce qui me frappe, j'étais il n'y a pas longtemps en Allemagne, c'est que les Allemands, à l'horizon de 10 ans aujourd'hui, sont incapables de dire ce que sera l'Allemagne. Ce n'était pas du tout le cas auparavant. On a vraiment que de par le vieillissement aussi du pays. Ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, précisément parce que tout ce qu'on a dit, parce que l'Ukraine, la relation avec la Russie, l'énergie, il y a d'un seul coup, on a l'impression, peut-être que je me trompe, parce qu'on regarde ça de Paris, qu'il y a un vide qui s'est ouvert sous les pieds des Allemands. Et bien évidemment, le bouc émissaire, c'est le migrant ou l'Allemand pas tout à fait allemand. Maximo, l'Allemagne avait réussi à créer une espèce de continuum avec une base productive en Europe centrale et une alliance énergétique avec la Russie. C'est tout cela qui a fait voler en éclats la guerre en Ukraine. Il y a ça qui a volé en éclats. Il y avait aussi donc l'énergie pas chère qui venait de Russie, cette base productive. Il y avait la sécurité garantie par les Américains qui est en train de voler en éclats parce qu'il y a le risque de la réélection de Trump. Et les exportations à fond vers la Chine. Et là aussi, c'est en crise. Donc tous les piliers de ce modèle allemand sont pulvérisés au même moment, d'où cette inquiétude croissante de la population, d'où ces mouvements populistes. Et là-dessus aussi, c'est très inquiétant, parce que ce mouvement des agriculteurs, qui est un peu pour des questions de taxes sur le gasoil, qu'ils ont dû augmenter parce que la Cour de Karlsruhe constitutionnelle avait été extrêmement rigide. En Allemagne, il n'y a pas de déficit budgétaire. Voilà. C'est une règle d'or, Règle d'or, voilà. Ça rappelle un peu les gilets jaunes en France, mais surtout ce qui s'est passé récemment aux Pays-Bas, il y a quelques mois. Et ça a été ce mouvement des paysans de protestation qui a porté à la victoire, enfin, ou du moins au fait que le parti populiste de Geert Wilders est arrivé en tête aux élections. Et pour finir, juste un autre point sur l'AfD, ce qui est aussi très préoccupant, c'est qu'il y a aussi un début public, notamment dans la bouche de Björn Höcke, qui est le plus radical, de déculpabilisation vis-à-vis du passé, explicitement. C'est-à-dire, non, en Allemagne n'a pas sans arrêt à battre sa coupe, machin. Donc, alors, il ne dit pas le mot juif, mais il y pense fortement et tout le monde comprend. Donc, et on se revendique, völkisch, authentiquement populaire. Enfin, on revient, il reprend le slogan. Décomplexé. Il reprend le slogan Tout pour l'Allemagne, qui était le slogan des SA. Enfin, donc, il y a un certain nombre de messages subliminaux qu'ils font passer, qui sont quand même littéralement terrifiants. À cela s'ajoute donc ce problème, s'il en est un d'ailleurs, c'est le sens de ma question. Y a-t-il un problème migratoire aujourd'hui en Allemagne, pays qui n'a pas de façade, en tout cas vers l'Afrique, et donc qui n'est pas comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, en première ligne des arrivées des navires, ce qui n'empêche pas évidemment des arrivées peut-être par d'autres moyens.
Le paradoxe, c'est que la peur du migrant en Allemagne n'est pas entretenue par des arrivées massives. Elle l'a été dans le passé, c'était 2015, mais c'est plus le cas aujourd'hui. 1 million de Syriens Même si les demandes d'asile ont augmenté, mais c'est vrai dans tous les pays européens, elle est entretenue par le fait que les immigrés s'intègrent, et s'intègrent vite. Donc le paradoxe absolu, c'est que le système allemand, vous savez qu'ils sont très drastiques sur l'apprentissage de l'allemand, l'intégration, le conditionnement des aides sociales au travail. La réalité, c'est que de plus en plus de migrants s'intègrent dans le tissu économique allemand, à un moment donné où, en raison des difficultés économiques évoquées par Marc et dont on a parlé, les Allemands, le chômage commence à augmenter et il y a des pertes d'emplois. Donc c'est ça la difficulté, c'est que les Allemands se trouvent face à des migrants qui, entre guillemets, réussissent ou en tout cas qui s'intègrent à la société, mais qu'ils perçoivent, en tout cas certains d'entre eux, comme un danger dans une Allemagne qui peut-être demain n'aura plus le volume d'emploi pour intégrer tout le monde. Et tout cela dans un pays, une nation vieillissante et qui voit l'arrivée de ces migrants comme une menace culturelle, une forme de grand remplacement, Marc Semo ? Oui, alors une partie de la société, parce qu'il y a une autre partie de la société qui a exactement la réaction inverse, qui voit que ces migrants s'intègrent pour bon nombre d'entre eux plutôt très bien, que c'est effectivement, par exemple, il y a des Länder du Sud, comme le Bade-Württemberg, qui sont un modèle à tous égards, à la fois de dynamisme économique et d'intégration des migrants. C'est quand même la grande force qui restait du modèle allemand, et jusqu'à quand cela pourra continuer, on va voir, mais c'est évident que même que le simple fait que l'AfD soit le second parti en Allemagne aura de terribles répercussions sur l'ensemble de la construction européenne. C'est-à-dire le couple franco-allemand, enfin, le moteur franco-allemand, pour reprendre l'expression que préfèrent nos amis allemands, sont la charge effective. Avec un pays plombé, avec l'AfD, deuxième force politique, dépassant largement le SPD et les Verts, ça ne va pas être très facile à gouverner. On va continuer à parler un peu d'Europe, cette fois-ci l'Europe de la défense. Près de 90 000 soldats vont participer à partir de la semaine prochaine à l'exercice militaire le plus important, organisé non pas par l'Europe de la défense, elle n'existe pas, mais par l'OTAN, le plus important en tout cas depuis la guerre froide, des manœuvres qui vont durer plusieurs mois, de l'Atlantique au flanc Est. Une conférence sur les besoins d'artillerie avait lieu à Paris aujourd'hui même. Elle concerne évidemment l'Ukraine qui réclame des armes, des munitions, notamment l'Est du pays a à nouveau été la cible de nombreuses frappes la nuit dernière. La région de Kharkiv notamment, on fait le point sur la situation en images. La neige a déjà recouvert le peu qu'il reste de cette école après des frappes russes meurtrières dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette école a été l'une des cibles de la trentaine de drones russes qui a frappé la ville de Tchouïiv dans la région de Kharkiv. Il y a eu 2 impacts sur des infrastructures civiles, une école située à Tchouïiv. Je tiens à souligner qu'il n'y avait aucune installation militaire dans cette zone. C'était des installations purement civiles. Plusieurs missiles ont également frappé la ville de Kharkiv, à 40 km de là. La défense antiaérienne ukrainienne a pu intercepter plus d'une vingtaine de ces drones. Mais les munitions de l'armée de Kiev se raréfient. Un sujet à l'agenda de la conférence qui s'est tenue jeudi matin à Paris et au cœur des demandes du ministre de la Défense ukrainien. Son homologue français a annoncé que la livraison promise d'une quarantaine de missiles de croisière Scalp et d'une centaine de bombes débutera prochainement et que la France allait produire cette année 78 canons César pour l'armée ukrainienne. D'une logique de cession au fond, qui a prévalu depuis le début de cette guerre, cession depuis les stocks de nos armées. Il nous faut basculer à une logique de production qui permette de directement connecter les industries de défense nord-américaines, européennes, de l'ensemble de nos alliés, à l'armée ukrainienne et au ministère de la Défense ukrainien. Près de 2 ans après l'invasion russe de l'Ukraine, le front est quasiment gelé depuis plusieurs mois. Mais Kiev ne cesse d'alerter ses alliés occidentaux sur ses besoins urgents en munitions, en armement et en défense antimissiles. L'Ukraine multiplie ses attaques en Russie en se concentrant jusqu'à présent sur des régions frontalières, comme celle de Belgorod. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est le nord de la Russie que l'Ukraine a visé en attaquant un dépôt pétrolier à l'aide de ses drones. Richard Verly, la guerre en Ukraine aura été un grand accélérateur de la défense occidentale ou au contraire un grand appauvrissement de nos stocks ? Pour l'instant, les choses s'accélèrent.
dans le sens d'avancer vers ce qu'on pourrait appeler une économie de guerre, qui n'en sera pas une, mais en tout cas, on est en train de repenser l'industrie de défense européenne. Thierry Breton était il y a quelques jours à Paris. Il a confirmé que la stratégie industrielle de défense européenne sera présentée le 27 février. Il a garanti que le 1 million d'obus, vous savez, qui avait été promis à l'Ukraine, eh bien, on y arriverait au printemps, alors que pour l'instant, on n'est qu'à 300 000. Il a été très ferme là-dessus, le commissaire européen. Alors oui, ça s'accélère. Après, il y a des difficultés. La difficulté notamment, elle va être à un moment donné de savoir où on met les usines, qui produit quoi, parce que bien évidemment il y a des rivalités industrielles, et là on voit bien la stratégie de la France qui officiellement est destinée à l'Ukraine, mais c'est aussi pour prendre de l'avance. C'est-à-dire pour dire que par exemple les canons César, l'artillerie, c'est quelque chose que la France produira. C'est une manière de marquer son territoire. Donc oui, ça avance, on nous garantit que ça va avancer maintenant vite, après des mois d'atermoiement. Reste à voir ce qui va sortir des usines et reste à voir surtout si la quantité de matériel peut correspondre aux besoins ukrainiens, sachant que l'année 2024, d'après tous les experts, s'annonce difficile avec l'élection américaine et tout ce qu'on sait. Oui, une année charnière. L'Europe peut-elle prendre la relève des États-Unis Pour le moment, on est très loin. Hein. Ouais. Parce que bon, dans le meilleur des cas, admettons que Thierry Breton tienne ses promesses, il y aura 1 million d'obus. Bon, la France, là, s'est engagée maintenant à produire 3000 obus par jour. C'est très bien, mais... par mois, je veux dire. Oui. Mais c'est ce que tirent par jour les Ukrainiens, et encore en devant se restreindre énormément, les Russes tirant 4 ou 5 fois plus. Donc il y a un vrai problème industriel. Le problème, c'est qu'une économie de guerre, ça ne s'improvise pas. Construire les structures industrielles qui permettent de produire, ça ne s'improvise pas. Les Russes ont réussi ce virage. On ne les a pas vus venir. Ils ont augmenté leur budget. Le budget de la défense est 40% du budget maintenant. Ils ont tout misé là-dessus. Ils s'y sont préparés. Ils ont réagi très vite. Les Européens ont beaucoup parlé. On a été un peu aussi victime de l'illusion de la première année, où il y a eu à la fois des stocks qui étaient pleins, qui étaient à la fois des armes occidentales de l'époque de la guerre froide qu'on a données aux Ukrainiens, mais surtout énormément de stocks d'armes soviétiques qui dormaient dans les arsenaux des anciens pays de l'Est devenus membres de l'OTAN et donc qui ne l'avaient que faire. Donc on a donné massivement à l'Ukraine. Ensuite, il y a eu des percées ukrainiennes, comme on l'a vu autour de Kharkiv et à Kherson. Donc on était un peu dans l'euphorie. On ne s'est pas aperçu que structurellement, aussi bien en termes de matériel, de munitions et d'hommes, l'Ukraine est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Et que là, maintenant, le temps commence à jouer, si on ne réagit pas très vite, jouera de plus en plus en faveur de la Russie, dans ce qui est devenu une guerre d'attrition absolument terrible, avec énormément de pertes, énormément de consommation de matériel, énormément de consommation d'obus. Et tout ça, c'était des choses auxquelles on n'était absolument pas préparé, ni intellectuellement, ni matériellement. Richard, on doit se reprocher peut-être une imprévoyance où on pouvait véritablement rien y faire. Après avoir peut-être surestimé le potentiel militaire de la Russie, est-ce qu'on n'a pas, notamment lors de la reprise de Kherson par l'armée ukrainienne, cru que l'armée russe s'effondrerait comme un château de cartes ? Alors ça, que certains l'aient cru sans doute, en tout cas nous-mêmes, les médias, à un moment donné, on a beaucoup dit que l'armée russe allait faire face à d'énormes problèmes et finalement on s'est aperçu qu'ils sont revenus dans une position défensive qui traditionnellement est celle qu'ils maîtrisent le mieux. Oui. Sur l'industrie de défense, il y a quand même 2 difficultés majeures, il faut le concéder. La première, c'est que c'est pas simple parce que les Européens sont certes ensemble, mais ils ont tous envie d'avoir leur production. Donc si on veut transformer l'industrie de défense européenne, il va falloir que les Européens deviennent complémentaires les uns des autres et l'acceptent. Se spécialiser et à dépendre donc les uns des autres. Voilà, et ça, c'est pas simple, on n'en est pas encore là. Et puis ensuite, vous avez des questions tout à fait logistiques. Il faut construire des nouvelles usines. Notamment en France, il faut construire une nouvelle usine pour produire de la poudre. Il y a un projet du côté de Bergerac. Une usine comme ça ne sort pas du sol instantanément. C'est pas un assemblage de meubles. On l'avait vu déjà avec les masques. Construire une usine, c'est un problème. Il y a les Verts du coin qui commencent à dire attention, vous allez détruire ce bout de forêt où il y a. Vous voulez dire qu'on n'est clairement pas, nous, en économie de guerre, mais a-t-on des raisons d'être en économie de guerre ? Alors moi, je crois qu'il y aura une bonne raison quand même, dont on parle peu parce que c'est quelque chose qu'on n'ose pas évoquer, mais c'est que l'appareil
appareil militaire ou industriel, quels que soient les pays, ça crée des emplois. Et ça crée de l'activité économique, disons-le aussi. Oui. C'est terrible parce que tout ça finit en Ukraine avec des morts, avec des dommages et avec une tragédie. Mais au fond, relancer l'industrie de défense, c'est aussi un bon moteur pour relancer l'économie. D'ailleurs, les Allemands l'ont bien compris, parce que les Allemands sont en train de réarmer, après avoir acheté sur étagère aux États-Unis beaucoup. Donc moi, je suis assez confiant dans la volonté, parce que finalement, ça profite, mais il y a cet obstacle de la coordination et de la complémentarité. Puis il y a quand même un deuxième obstacle, c'est que les matériels, à un moment donné, tout le monde n'a pas non plus besoin des mêmes matériels. Et là, je dirais, stratégiquement, il va falloir à un moment donné faire les comptes. Et vous vouliez ajouter, Marc Semo ? Oui, que tout ça, c'est vrai, mais il y a un énorme retard à rattraper dans la conception, dans les productions et surtout dans la mentalité. Il ne faut pas oublier tout simplement que l'Ukraine est candidate à l'Union européenne, elle a vocation à entrer dans l'européenne, elle fait partie de la famille, ça veut dire que l'Europe a une frontière et pour le moment un front avec la Russie, donc il faut en tirer toutes les conséquences, surtout si les Américains lèvent le pied avec Trump ou simili. Et donc voilà, c'est à nous de devoir faire le job. Et pour le moment, on en est très très loin. Juste un dernier mot. Les Ukrainiens nous ont offert du temps par le sacrifice de leurs soldats. Qu'est-ce qu'on en fait ? Merci Marc Semo. Merci également Richard Verly. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 4 minutes.